Bonjour, bienvenue pour cette séance de Skydome. Je m'appelle Alan Chick, je travaille ici à l'équipe de programmation. Et j'avoue que j'avais pas beaucoup d'espoir qu'il y ait des gens pour cette séance. Je suis content de vous voir là, donc je vous remercie chaleureusement. Cette séance se fait dans un cadre un peu particulier. Donc le film est une avant-première parce qu'il sort la semaine prochaine. Il devait sortir cette semaine, il a été déplacé. Et on a invité des gens qu'on aime beaucoup, qui est l'équipe du podcast En Intervalle, qui sont des passionnés d'animation et qui, dans l'idée qu'on décortique un peu les procédés d'animation et un peu le film. Mais avant de les inviter à me rejoindre et qu'elles détaillent un peu comment va se passer la pré-séance, je veux juste vous dire que moi, c'est un film que j'ai découvert au Festival d'Annecy, donc le Festival international du film d'animation. Annecy, à la base, c'est un festival de films de court-métrage. Parce que l'animation fonctionnait surtout dans le court-métrage. Le long-métrage était un modèle économique qui ne fonctionnait pas. Et ça fait 30 ans qu'ils font du long-métrage. Et il y a 3 ans, ils ont scindé leur leur sélection officielle en deux. Une sélection officielle qui s'appelle sélection officielle, je crois, et où on a un peu les films commerciaux, entre guillemets, vraiment beaucoup de guillemets. Vous y avez, par exemple, Sirocco et le Royaume des courants d'air, ou Linda veut du poulet, qui a eu le Cristal. Et ils ont créé une autre section qui s'appelle Contre-champ. Et c'est là où on a les films un peu plus fragiles, ou disons, pour être tout à fait honnête, qui prennent beaucoup plus de risques. Et c'est le cas de celui-là. Et moi qui aime beaucoup la science-fiction et surtout la hard SF, donc vous savez, c'est la science-fiction qui essaie d'être la plus réaliste possible, pour être simple, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce film. Je vous dis pas que c'est un chef-d'œuvre, on pourra en discuter tout à l'heure, mais je trouve qu'il a beaucoup de qualité et qu'il dénote beaucoup dans un paysage d'animation où, au final, on a un peu parfois les mêmes films qui se ressemblent. Et surtout dans l'animation SF, même si on a eu Mars Express l'année dernière, c'est vraiment l'animation et la SF en 2024. Et on a de moins en moins de propositions, contrairement à les années précédentes. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Maud Gassel et Agathe Presselin du podcast En Intervalle. Merci beaucoup. Et l'idée, c'est que vous dites juste quelques mots. Vous êtes assez succincte et détaillez ce qu'on va faire après surtout. Oui, là, je pense qu'on va pas trop vous détailler plus le film puisque vous vous apprêtez à le voir. Nous, ce qu'on s'était dit avec Alan, c'est que après, si vous le souhaitez, on se donnait un temps de parole d'une grosse demi-heure pour revenir sur la technique de la rotoscopie qui est beaucoup utilisée dans ce film-là. Donc c'est pas du tout, c'est un temps d'échange à la fois après le film pour parler du film et aussi pour le faire un peu dans une perspective technique, même si ce terme faire peur ou quoi que ce soit. Moi, le film, je l'aime beaucoup aussi. C'est le premier long métrage de Banowski et Sabo, qui avait fait 2 courts-métrages avant en France. Là, c'est un film qui est hongrois et slovaque. Et peut-être, parce que moi, je ne sais pas du tout où vous en êtes par rapport à la rotoscopie, qui est le sujet de discussion après la séance. C'est un film qui est tourné avec des acteurs en chair et en os en studio, qui est tourné avec des caméras numériques. Et ces acteurs-là, après, ces séquences filmées en prise de vue réelle, elles ont été décalquées par des animateurs pour obtenir la mise en animation des personnages humains de ce film-là. Ça ne fonctionne. La rotoscopie dans ce film-là ne s'applique que aux acteurs et aux personnages. Les décors, eux, c'est 2D, 3D. Donc c'est un film qui est très composite et qui est aussi intéressant pour ça. Donc moi, je m'arrête là et peut-être à tout à l'heure. Et si on ne se revoit pas, bonne soirée, bon film. Oui, je ne vais pas ajouter grand-chose, juste effectivement, ce qui nous intéressait aussi, moi ce qui m'intéressait, c'est que souvent la rotoscopie, on a tendance à la mettre de côté parce que vu que c'est du décalcage par rapport à des acteurs qui existent, on va avoir tendance à la mettre à la considérer comme un sous-genre un peu mineur de l'animation, comme quelque chose qui ne ferait que reproduire le réel des acteurs. C'est quelque chose qui est discuté par toutes les personnes qui font de la rotoscopie et qu'on aura l'occasion de discuter et notamment de voir quels sont les apports des équipes d'animateurs et d'animatrices sur un film pourtant filmé à base de prise de vue réelle et de voir quelle liberté on peut prendre ou quelle, au contraire, contrainte ça peut donner et quel type de grincement, de jeu, d'espace ça peut créer. Et dans ce film-là, ça va créer des choses assez étranges sur des jeux d'acteurs qui vont être conservés, mais des corps qui vont être parfois modifiés ou des décors, en l'occurrence, qui vont être avec les personnages animés en 2D. Donc voilà, j'espère que le film vous plaira et que la technique vous parlera aussi. Et si ça ne vous parle pas, vous venez après et puis on en discutera, ça sera chouette. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de s'intéresser à l'animation rotoscopée qui aide l'animation à part entière et qui est une vraie technique qui permet vraiment à des animateurs de s'exprimer et de proposer des choses différentes et du coup assez loin finalement de ce que propose Mars Express ou d'autres films de science-fiction. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Maud, Agathe, merci beaucoup. Donc à tout à l'heure pour les personnes qui souhaitent rester et puis très bonne séance. Merci beaucoup. Bon film.
Ok, bah en fait, c'était pas une image forcément hyper importante, c'est juste que ce que je voulais vous montrer, pour que ce soit plus concret, c'était une image extraite du brevet déposé par Max Fleischer en 1915. Donc il y a un petit bout de temps, et c'était c'est un brevet qu'il dépose pour valider l'invention par lui et son frère Dave du rotoscope. Donc là, on parle du début du XXe siècle, du coup de quelque chose qui existe dans le cadre du cinéma argentique. Et il y avait des schémas très parlants dans ce brevet qui montrent vraiment les différentes étapes, la nécessité de faire un tournage en prise de vue réelle, et puis après, c'est tout un appareil qui va articuler et une source de lumière et une caméra qui va projeter ce premier film sur une surface en verre dépoli, ce qui est important. Et cette caméra, elle marche à moulinette, pour le dire très rapidement. Donc ça permettait aux animateurs et même à toute l'équipe de faire défiler le film en prise de vue réelle, image par image. Et après, il y a tout un schéma de l'animateur qui, à l'époque, va pouvoir reproduire un peu quand même comme il l'entend, peut-être pas sur celluloïd, mais sur papier, le premier film en prise de vue réelle. Et donc l'animateur qui va obtenir un deuxième film. Bon, cette image, je ne sais pas si on la verra ce soir, mais c'était l'idée de peut-être revenir à un moment qui est déterminant. La rotoscopie, elle existe largement avant 1915, mais peut-être probablement sous d'autres noms. Et puis, tout simplement, à ce moment-là, en 1915, ce dépôt, il permet surtout de poser un système reconnu. Ça va permettre un peu de faire valider un appareil, donc une utilisation de la rotoscopie, mais qui ne s'applique pas forcément à tous les usages qui en sont faits. Du coup, voilà, la fameuse image. Merci Maud. Et ce qui m'intéressait, c'était à la fois en haut à gauche, on voit la prise de vue réelle. Après, il y a une explication liée au fait que c'est important de développer la pellicule. Et après, tout l'appareillage où l'animateur, comme les différentes machines, permettent d'obtenir les films rotoscopés. Après, bien évidemment, comme on n'est plus du tout dans... Enfin, si, mais là, dans le cadre du film qu'on a vu, on n'est plus du tout dans un cadre qui serait argentique, mais qu'on est dans un cadre numérique. L'autre chose qui m'intéressait, c'est qu'une fois qu'on a les différentes opérations en tête, on peut retourner vers les spécificités de Skydome 2123, qui est tourné en images numériques. Et ça, c'est une image qui est extraite d'un making-of qui a été fait à partir du film. Ce qui est intéressant, une première chose qui est intéressante, c'est que le film, il est donc tourné en caméra numérique en studio, intégralement en noir et blanc. Là, je pense que c'est pour permettre d'obtenir une image où il ne va pas y avoir toutes sortes de paramètres un peu parasites, et ça va permettre une image relativement claire qui va permettre aux animateurs d'avoir un travail entre guillemets efficace dans le décalcage, le détourage des acteurs. Là, on a l'actrice que vous avez vue pendant c'est celle qui joue Nora, que vous avez vue pendant toute la durée du film. Et on voit qu'elle est sur un espèce de module, et je ne sais pas si vous situez la scène dans le film, mais c'est le moment où elle a glissé sous terre et où elle est dans une position un peu affaissée, et après elle va se lever et elle va découvrir notamment le lit avec les deux êtres qui sont morts depuis belle lurette. Et en fait, tout le tournage apparemment s'est déroulé comme ça, c'est qu'il y avait absolument aucun décor, les décors n'étaient pas pris en charge par la rotoscopie, mais il fallait quand même que les acteurs puissent avoir une certaine attitude à partir de rien. Donc ils avaient juste des espèces de modules blancs qui étaient faciles après à ignorer pour les équipes d'animation. Donc ça, c'est un des nombreux aspects qui est intéressant sur ce film-là. Et après avoir à peine planté quelques éléments techniques, entre guillemets, parce que c'est un grand mot pour ce que je dis, je ne sais pas si toi, déjà, Maud, ça t'évoque des choses par rapport au film ou sinon je continue. Bah non, moi ce qui m'intéresse, c'est que quand on écoute les personnes qui ont fait le film, ce qui les intéressait dans la rotoscopie, c'est pas tant donc, ce dont on parlait au début, la reproduction du réel. L'idée, c'est pas de filmer. Donc vous voyez bien avec cette image-là, l'idée, c'est pas d'avoir un tournage et puis juste de plaquer de l'animation par-dessus. C'est vraiment de passer à autre chose et de dépasser un petit peu le tournage en prise de vue réelle et d'essayer d'en créer d'autres choses. Donc ça permet d'avoir, donc vous avez vu dans le film des décors qui vont être très très impressionnants, qui vont être très graphiques, avec une 3D qui va être très marquée, qui va être très tranchée, avec le rendu très 2D par ailleurs des personnages. Donc il y a un côté presque comic book et après un côté presque photoréaliste des décors. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette sorte de dualité en permanence comme ça dans le film. Crée du coup un effet de rupture, un effet aussi
déambulation, de déconnexion des personnages. Enfin bref, voilà, il y a quelque chose quand même ça qui est assez intéressant et ça revient avec ce que le film dit au tout début sur l'importance du corps humain et de cette idée comme ça que le corps va être le moteur donc de toute une civilisation. Et moi, je trouve ça intéressant d'avoir décidé de garder la rotoscopie. Et quand on écoute les personnes qui ont fait le film, j'ai fini ma phrase, ce qui les intéressait, c'était de conserver le jeu d'acteurs, pas spécialement les mouvements de ces acteurs-là, mais vraiment les expressions faciales. Ce qui fait que les animateurs, les animatrices ont énormément modifié le corps des acteurs, leurs mouvements. On n'a pas de capture d'écran, mais les acteurs n'ont pas forcément les mêmes cheveux, les mêmes, vu que le film est en noir et blanc, vous avez vu que le film n'est pas en noir et blanc, Skydome 2023 n'est pas en noir et blanc, contrairement à cette image. Donc voilà, il y a tout un jeu sur l'ajout des couleurs, l'ajout de cheveux, le changement de la coupe, et aussi la correction de plein de mouvements différents. Donc en fait, vraiment, ce que j'aime bien, moi, avec cette technique-là, c'est que dans ce film-là, c'est pas le cas dans d'autres films, on part d'une sorte de base qui va vraiment être une base qui va assister le travail de l'animation. Par exemple, il y a les films de Richard Linklater que vous connaissez peut-être, Scanner Darkly, Apollo 10,5 et le premier c'est Waking Life. C'est des films qui ont une approche assez différente de la rotoscopie, j'ai l'impression, qu'ils vont essayer plutôt de recouvrir une forme de tournage d'un vernis, qui vont représenter les décors, qui vont essayer davantage utiliser la rotoscopie et d'utiliser la prise de vue réelle. Dans Scanner Darkly, il y a Keanu Reeves, il y a des acteurs qui sont très reconnaissables. Donc voilà, on est dans un rapport différent au tournage que là, je trouve, on perd et qui plus ce support-là. Et il y a d'autres films, par exemple Blanche-Neige, il y a des mouvements rotoscopés, qui est là utilisé pour le réalisme des mouvements et la fluidité des mouvements. Là, pareil, c'est pas exactement le cas. Donc j'aime bien cette idée que la rotoscopie que le film propose, c'est pas une rotoscopie performative, qui est pas une rotoscopie, c'est une rotoscopie particulière qui produit un rendu très spécifique, qui est celui d'isoler complètement les corps des personnages dans des décors complètement surréalistes et très réalistes paradoxalement. Et j'aime bien ce que produit le film à ce niveau-là. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a quand même une performance qui est la performance des acteurs et que le but à ce moment-là, c'est que dans cette espèce de film qui est quand même assez particulier, où les émotions et tout ce qui va être ressenti dans le cadre de la fiction est important, on a un usage de la rotoscopie qui finalement va rester assez proche de ce qui a été filmé. Et ce que tu commençais à dire, je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, c'est que quand on regarde des usages plus anciens de la rotoscopie, c'est pas du tout ça le but. À chaque fois, effectivement, on s'écarte énormément de la réalité. Par exemple, ce que je vous montrais au début, qui du coup était le brevet du rotoscope des frères Fleischer en 1915, eux, ils vont l'exploiter notamment avec un personnage qui s'appelle Coco le clown, que j'ai pas ramené aujourd'hui. Ce qui m'intéressait, c'était un extrait ils vont faire plusieurs courts-métrages avec le personnage qu'ils ont créé de Betty Boop dans les années 1930. Et il va y avoir peut-être presque une trilogie, entre guillemets, qui va être faite à partir du rotoscopage d'un personnage, d'un être humain en chair et en os en particulier, qui est le musicien de jazz Cab Calloway. En gros, il y a tout un moment où le studio Fleischer et ce musicien, qui est plus qu'un musicien, qui est tout un personnage, qui est quelqu'un dont le public connaît les attitudes, qui est un élément clé aussi culturel à ce moment-là, etc. Cet homme-là et les studios vont collaborer, et les studios vont, en le rotoscopant, élaborer des personnages, mais qui ne lui ressemblent pas du tout. Donc là, c'est un très très court extrait d'un de ces 3 films des années 30. Il y a la rotoscopie agit sur les mimiques, les mouvements qui étaient très reconnaissables de Cab Calloway, mais c'est absolument pas lui qu'on reconnaît, alors que là, tout le film qu'on a vu, on identifie qu'a priori, il y a 2 personnes qui ressemblent plutôt aux personnages rotoscopés. Finalement, le but de la rotoscopie, c'est pas du tout qu'on reconnaisse Cab Calloway qui est à droite, mais davantage d'insuffler dans plusieurs personnages tout son mouvement et toute sa manière de presque s'effondrer, quelque chose de très beau et qui a eu l'air de fasciner artistiquement toute une équipe d'animateurs chez les studios Fleischer. C'était un peu un espèce de contre-exemple. Et vu que j'ai fait d'autres extraits, je voulais juste vous montrer une autre vidéo qui est beaucoup plus récente. C'est 2016. C'est le produit d'un travail d'une animatrice japonaise, dont là j'ai un trou de mémoire, mais peut-être que tu peux m'aider. On va revenir avec le nom de cette personne qui travaille elle aussi énormément avec l'animation, qui travaille beaucoup avec des groupes de musique et qui leur fournit pas mal de clips. Exactement, c'est Yoko Kuno. Et si je vous montre un extrait qui n'a plus rien à voir avec les frères Fleischer, c'est parce que elle, du coup, c'est de la rotoscopie dans un contexte numérique. La vidéo, c'est un peu une vidéo promotionnelle, c'est pas exactement le clip qu'elle a fourni au groupe Kyushi, mais c'était aussi pour vous montrer que c'est pas parce qu'on part de la rotoscopie qu'on peut pas inventer du mouvement après. Là, typiquement, on va être sur une séquence où elle s'appuie sur des mouvements de bébé. Et après, elle a toute une espèce de patte artistique et tout un espèce d'univers et toute
une mise en mouvement qui est très particulière et généralement on finit par la reconnaître quand on s'intéresse un peu à son travail et elle va complètement distordre et métamorphoser les corps qu'elle a captés à l'origine. Et là vraiment je vous montre ça comme une espèce de contre-exemple et d'ouverture par rapport au film qu'on vient de voir. On n'est pas sur les mêmes années, on n'est pas sur les mêmes pays, etc. Mais c'est peut-être ça aussi qui peut être intéressant avec la rotoscopie. Bon voilà, là on est sur du matériel un peu promotionnel, on n'est pas du tout sur l'envergure de fictionnel du film qu'on vient de voir. Ce qui m'intéressait très rapidement, déjà c'était ce que j'avais dit, le contraste de l'usage de la rotoscopie et le fait que l'animation, elle va poursuivre une première captation et complètement s'éloigner de son sujet. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que la rotoscopie qu'on a vue là dans Skydome, elle s'applique beaucoup. C'est une rotoscopie qui s'applique beaucoup sur la ligne claire, qui va agir en premier lieu sur du décalque bête et méchant. En gros, là vous avez schématiquement 3 étapes de construction de l'image finale de Skydome et j'ai l'impression que tout part d'abord du décalque à la ligne claire, à la ligne au contour noir des séquences en prise de vue réelle des acteurs. Et ce qui m'intéresse à l'opposé dans le spot qu'on vient de voir, c'est qu'il va y avoir un travail par moment sur simplement rotoscoper des plages de couleurs. Ça veut dire partir sur des éléments ou sur des unités d'éléments graphiques qui ne sont pas nécessairement juste le détourage et d'explorer davantage les variations de lumière, etc. C'est quelque chose que Richard Linklater a beaucoup exploré, par exemple dans les films que tu citais avant, Maud, alors que là le film Skydome 2123, mais je pense que ça rentre assez bien aussi en écho avec l'histoire et avec ce qu'elle raconte de très froid et aussi de très impersonnel, de cette espèce de processus de récupération des corps. C'est une rotoscopie qui va, et c'est pas forcément un reproche, au contraire, c'est une rotoscopie qui va être peut-être plus polie, peut-être plus évidente et peut-être plus sage entre guillemets, et qui va produire des effets tout à fait différents. Oui, c'est paradoxalement, c'est pas, contrairement aux extraits qu'on vous a montrés, c'est pas du tout, c'est pas très performatif en fait. C'est-à-dire que les deux vidéos, la vidéo de Cab Calloway et la vidéo avec les bébés, c'est des vidéos assez impressionnantes dans la manière dont les choses vont se mettre à bouger d'un coup, où le mouvement va être reproduit avec une grande fidélité entre guillemets. Et là, c'est beaucoup moins. Dans le film, les choses sont très arrêtées, les personnages vont pas se mettre à courir, etc. La rotoscopie, c'est un autre usage. C'est assez pratique pour reproduire des mouvements, par exemple, de caméra qui vont comme ça tourner autour des personnages, parce que c'est assez chiant pour un animateur, une animatrice, de dessiner comme ça des changements de perspective, des changements de point de vue. Du coup, là, on voit qu'il y a quelques usages de la rotoscopie dans ce cas-là, notamment vers la fin. Mais voilà, c'est une rotoscopie qui est assez peu performative, qui est assez peu utilisée pour claquer et montrer une forme de performance d'animation. C'est-à-dire qu'il y a eu un autre film qui s'appelle Anna et Alice mènent l'enquête, par exemple, qui est un film japonais qui est sorti il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 10 ans quand même. Et voilà, il y avait une animation, une rotoscopie qui était là plus impressionnante, plus performative, qui était moins réaliste et qui ne cherchait pas à reproduire comme ça le mouvement des acteurs dans leur précision. Et donc moi, ce que j'aime, enfin voilà, on avait déjà dit ça, il y a ce côté, il y a cet isolement et il y a cette transformation-là, et c'est ce que j'aime beaucoup dans la première heure du film, où on va beaucoup explorer des environnements urbains, et on va aussi beaucoup explorer la transformation des corps en sorte d'arbre là. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans le film. J'aime moins le film après sa première heure, parce que justement, on sort de ce laboratoire et on sort de ce moment où les corps vont se transformer, où le docteur Noma, le docteur qui a les feuilles sur le bras, j'aime bien cette idée que la rotoscopie va un moment, les corps vont un moment essayer de passer d'un endroit à l'autre, donc d'un environnement en 2D vers un environnement en 3D, et j'aime bien ce processus-là qui est plus ou moins à l'œuvre. Je regrette que le film le poursuive un petit peu moins, mais après ça revient un petit peu sur la fin avec des grandes scènes en 3D assez impressionnantes. Et donc j'aime bien cette sorte de mélange des genres comme ça de l'animation. Ça crée un effet assez saisissant. Après, le film du coup a un rythme qui peut-être est un petit peu arrêté à cause de ça. En tout cas, cet usage-là de l'animation m'intéresse pas mal. Est-ce que quelqu'un peut-être a quelque chose à dire, qu'on ne parle pas dans des monologues, parce que là on a peut-être beaucoup parlé et peut-être beaucoup essayé d'expliquer des choses, peut-être pas très clairement. Bonjour. J'avais une question, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'effets, de choix artistiques. Est-ce que la rotoscopie, ça a une visée aussi de réduire, entre guillemets, le budget d'animation ? Alors, moi, c'est presque ce que je m'étais dit quand j'avais commencé à m'intéresser à la rotoscopie. En fait, je pense que ça dépend. Par exemple, le studio Walt Disney va utiliser la rotoscopie à peu près dans tous leurs films. Par moment, ça va être fait pour atteindre, comme Maud disait, des effets de caméra qui avaient du mal à saisir.
Par exemple, dans le film Pinocchio, à la fin des fins, ça répond à la question, mais par exemple, dans le film Pinocchio, très longtemps, Pinocchio est dans une espèce de cage et il se prenait vraiment la tête sur les effets de perspective de cette cage, qui est une cage en bois un peu type d'oiseau. Pinocchio est dedans et elle fait des mouvements extrêmement... elle valse dans tous les sens. Et là, à ce moment-là, ils avaient littéralement construit une cage en bois, ils avaient essayé de lui impulser les mêmes mouvements et ils s'étaient appuyés là-dessus pour faire l'animation. Ça, je pense qu'à ce moment-là, ils gagnent du temps. Après, il y a aussi des films que Walt Disney fait pareil. Ils utilisent la rotoscopie dans Cendrillon, qui est un film qui est très bizarre à regarder parce que pour le coup, il a été entièrement rotoscopé à un moment donné où le studio faisait des énormes coupes budgétaires, etc. On est typiquement dans un cadre où la rotoscopie, qui est un peu cheap à la fin, permet de gagner du temps, permet de gagner des postes d'animateurs, etc. Donc, dans ces cas-là, oui, quand il faut gagner du temps, la rotoscopie, ça peut aider. Mais si vous remontez aux frères Fleischer, qui eux, par exemple, avec des courts-métrages comme Coco le clown, qui sont absolument magnifiques, en fait, quand la rotoscopie, elle est vraiment réfléchie et qu'elle va vers une espèce de fluidité et de recherche du mouvement, à ce moment-là, ça devient une technique extrêmement ingrate, parce qu'il faut avoir une très bonne conscience de ce qu'on veut. Ça demande de énormément dessiner de dessins à la chaîne. Alors l'animation tout court, c'est ça, mais en fait la rotoscopie, quand elle est faite avec entre guillemets une vision artistique, permet pas vraiment de gagner du temps sur cette opération-là. Et aussi la rotoscopie, il y a aussi la mauvaise surprise des fois de ne pas obtenir vraiment ce qu'on veut. Ça demande parfois des retournages, parfois de faire plein de tests. Ça assure pas du tout d'arriver au premier coup à ce qu'on avait prévu. Donc avec des gens comme les frères Fleischer ou alors des boulots plus artistiques comme Yoko Kuno, en fait on est sur une technique qui n'est pas moins coûteuse que d'autres techniques du cinéma d'animation et qui, comme tout le cinéma d'animation, va être chronophage, potentiellement coûteuse si on ne fait pas ça toute sa vie seul sans vouloir en vivre. Donc c'est très ambivalent. C'est à la fois une technique qui permet de gagner du temps et puis en même temps, quand elle est utilisée avec des animateurs qui recherchent quelque chose de très précis, en fait non. Voilà. Donc, en fait, et toute l'histoire de l'animation qui utilise la rotoscopie est un contre-exemple qui se renvoie la balle en permanence. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... Je précise un petit peu, on ne réduit pas le nombre de dessins à la seconde. Il faut quand même dessiner manuellement. Alors ok, on a un dessin de base, c'est pratique, ça permet de gagner du temps parce qu'effectivement, on a peut-être moins à réfléchir à la posture de tous les personnages à chaque seconde. Mais en fait, on va quand même redessiner 12 images secondes, 24 images secondes, 6 images secondes selon le régime d'image qu'on a décidé d'avoir. Ce que ça permet de gagner aussi, dans certains cas, c'est des compétences. Il y a un film qui est très intéressant, qui est sorti en 2019, je crois, ou 2020, qui s'appelle Ongaku Notre Rock, un film japonais que je vous encourage à voir, où c'est des animateurs amateurs qui, via la technique de la rotoscopie, produisent un film. Par contre, ils mettent entre 6 et 10 ans à faire le film, ça coûte très cher. Voilà, c'est très très compliqué, mais ça permet par exemple d'avoir des personnes qui sont peut-être moins qualifiées en dessin, qui partent d'un modèle qui du coup vont leur permettre après de dessiner. Et donc ça permet aussi de rendre l'animation peut-être plus accessible à certains moments. Donc aussi peut-être que dans le cadre de Disney, ça permet d'avoir des temps de formation moins longs, des gens peut-être moins qualifiés aussi. Non pas pour dire que... Oui, c'est un moment où ils ont énormément recruté, notamment, et c'est triste à dire et c'est sexiste, mais notamment chez les femmes qui en fait étaient moins formées à l'animation dans les années 40 et qui tout à coup se trouvent sur des postes entre guillemets d'exécutrices. Et là, je ne dis pas que c'était qu'ils avaient raison, qu'ils avaient tort, c'est juste que ça épousait une construction de la société à cette époque. Et Ongaku, il a pris vachement de temps parce que justement, c'était des amateurs, entre autres. Enfin, c'était mixte un peu, et qu'en fait, ils bossaient que le week-end, je crois. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient une vie professionnelle lambda et qui, le week-end, travaillaient sur de l'animation sans exactement trop savoir ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est intéressant aussi si on s'intéresse au film que tu as cité de Linklater. Les deux premiers, Waking Life et A Scanner Darkly, il les développe avec un certain Sabine Stone, qui est un gars qui a développé le logiciel Rotoshop. Donc là, on est sur de la rotoscopie numérique. Et tout... L'objectif de Rotoshop, c'est de rendre accessible l'animation à des gens qui ne sont pas animateurs. Ça ne veut pas du tout dire, par contre, qu'à ce moment-là, on essaye de gagner des sous ou que, comme Walt Disney, on essaye de sous-payer le travail des femmes dans les années 40. Là, pour le coup, avec Sabine Stone, lui, il se dit ce serait bien que des gens qui n'ont pas eu de formation académique d'animateur puissent quand même accéder avec du coup un logiciel qui a une interface très simple et des tablettes graphiques à l'animation via la rotoscopie. Et à ce moment-là, il va recruter des amateurs en animation, ce qui ne veut pas du tout dire que c'est des amateurs... en fait, c'est des gens qui n'ont pas de connaissances forcément en animation, mais qui sont à côté de ça peintres, sculpteurs, photographes, etc. Et si vous regardez Waking Life, qui est un film qui est magnifique,
le film Walking Life est divisé en plein de tout petits segments. Chaque segment, c'est une seule personne qui s'est chargée de la rotoscopie. Et du coup, c'est ces gens qui, typiquement, n'étaient pas animateurs, mais qui avaient d'autres approches de l'image et qui avaient peut-être des sensibilités à la lumière, à la matière, etc. Et donc, c'est un film qui est très hétérogène, où il va y avoir plein de traitements graphiques très variés et très beau pour ça, quoi. Une question, vous avez peut-être un petit peu déjà répondu, et puis on le voit à l'écran là. C'est sur les effets d'ombre. J'ai l'impression que quand ils ont filmé en noir et blanc, comme vous le disiez, ils sont pas trop intéressés à la lumière, et les effets d'ombre sont rajoutés par après en fonction de des sources de lumière qui viennent peut-être plus tard. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Ce qui va être des ombres, il y a une conservation à certains moments donc de l'ombre et de la couleur, mais effectivement, on va voir dans le film, on va se permettre beaucoup de liberté vis-à-vis des couleurs, et même des libertés qui sont très, alors là pour le coup, qui sont assez performatives. C'est-à-dire que sur un plan fixe où rien ne va bouger, vous allez avoir des taches de couleurs qui vont comme ça changer qui vont être sur la joue du personnage en bas, qui vont être après sur le côté du menton, peu importe. Donc là, il y a des libertés comme ça que la rotoscopie effectivement permet. Après, il y a certains moments, certaines scènes où je pense que quand des objets interagissent entre eux, etc., où là, pareil, pour simplifier, parce que c'est des choses qui peuvent être parfois assez complexes à rendre de manière réaliste, entre guillemets, comment une ombre va se projeter sur un corps qui va être en 3D, ou comment l'ombre d'un objet en 3 dimensions va pouvoir se projeter sur un humain qui bouge. Ça peut être utile d'avoir de la rotoscopie pour comme ça pouvoir retracer des motifs plutôt. Mais je pense que là, ça fait partie de ces endroits où il y a beaucoup de libertés qui vont être prises, notamment parce que voilà, c'est surtout avant tout détouré puis après coloré. Donc en fait, l'ombre, elle se joue, je pense, plutôt au niveau de la mise en couleur du film. Et du coup là, il y a une liberté plus importante de la part des animateurs. Dans ce cadre-là, de ce film-là, parce qu'effectivement, il y a d'autres films où c'est d'autres processus. Anna et Alice notamment, dont on a parlé de ce que ça en a l'air. Ça a l'air un peu plus rotoscopé. Enfin voilà, ça dépend de chaque processus. En tout cas ici, effectivement, c'est plutôt des aplats de couleurs qui vont permettre, moi j'aime bien, ça permet de faire clignoter des personnages à plein de moments dans le film, créer des ombres qui sont des ombres en 3D avec d'autres logiciels, ce qui encore une fois fait gagner du temps, etc. Donc voilà, dans le cas des ombres pour ce film-là, je pense qu'elles ont été rajoutées après, par informatique notamment, et notamment au moment de la colorisation. Je pense que c'est très bien résumé, c'est ce qu'on voit dans les images de tournage, mais l'image elle était tout à fait neutre. Effectivement, je pense que ça vient de la liberté des animateurs, et je pense qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas exactement se rendre compte qu'il fallait qu'il y ait quand même une cohérence avec les décors qui, eux, n'existaient pas encore. Donc c'est quelque chose qui a été fait après, et c'est vrai que ça donne une image qui est tout à fait hétérogène et clignotante. Ce qui est quelque chose qui est assez régulier en rotoscopie, et ce qui est assez drôle, parce que la rotoscopie, quand, par exemple, il y a des discours un peu de promotion de la rotoscopie, etc., c'est vachement vendu pour une image plus réaliste. Bon, déjà, à partir du moment où il y a un décalque et une reproduction de la réalité, ça pose question, mais surtout la rotoscopie permet jamais vraiment une image réaliste, dans le sens où c'est rarement des images stables. Il y a toujours un moment où les facteurs couleurs, etc. vont un peu se barrer en cacahuète, tout simplement parce qu'ils sont posés à la main, et ça c'est très intéressant. Et d'ailleurs je crois que les deux réalisateurs, pour eux c'était très important qu'il y ait plusieurs paramètres qui soient vraiment faits à la main et pas déterminés de manière machinique, pour peut-être pas avoir un résultat qui serait trop impersonnel. Et d'ailleurs il y a un autre paramètre, mais ça n'a absolument rien à voir, mais toujours dans leur volonté d'avoir un film qui à la fois serait de science-fiction, à la fois serait avec des technologies numériques, mais qui en même temps resterait humain. Il y avait donc la volonté qu'il y ait des facteurs comme les facteurs ombre-lumière qui soient décidés par les animateurs, mais aussi, et cette fois rien à voir avec la rotoscopie, mais pour les décors en 3D, il y a de la modélisation de 3D, puis après ça fait des décors en 2D, etc. Mais en gros, ils développaient des maquettes d'images, des modèles 3D. Là, par exemple, pour le dire hyper rapidement, sur l'image de gauche, c'est un modèle 3D du restaurant, quoi. Et après, pour tout ce qui allait être les textures qui allaient recouvrir ces objets-là, ils tenaient à ce que ce ne soit pas uniquement des choses qui étaient générées par des logiciels, mais ils ont rassemblé toute une banque d'images de tous les endroits que eux ils ont explorés ils ont exploré pas mal d'endroits de la Hongrie pour s'inspirer, pour faire le storyboard, pour imaginer l'histoire. Et à chaque fois, ils ont pris énormément de photos. Ça pouvait être des photos d'endroits comme un restaurant, mais ça pouvait être aussi des photos de roches, des photos de nature, etc. Et en gros, ils ont donné un peu tout ça aux équipes de texture et de recouvrement des décors, pour que quelque part, il y ait une espèce de trace indicielle du monde réel qui serait ce monde-là, dans un film qui, lui, est quand même dans un contexte d'artificialité absolue, et dans la fiction et dans la technique. Non, c'est juste pour signaler qu'on arrive presque au terme de ce podcast. S'il y a un dernier commentaire,
On veut bien le prendre maintenant, sinon je poserai la dernière question, je vais y aller. Je voulais avoir votre avis sur le concept qu'on appelle la vallée de l'étrange ou l'Uncanny Valley. C'est un concept qui était théorisé il y a quelques dizaines d'années qui dit que, en gros, qui part des robots, en fait, il dit que plus votre robot ressemble à un humain, plus ses défauts, ce qui fait qu'il n'est pas un robot, apparaît de plus en plus monstrueux. Et donc, en gros, on est plus à l'aise à l'idée de voir un robot comme quelque chose d'assez métallique, plutôt que de voir un robot qui ressemble vraiment à un humain. Et moi, je voulais vous poser la question par rapport à la rotoscopie. Vous avez longuement dit à quel point on sortait de la réalité quand on faisait de la rotoscopie. Mais est-ce que la rotoscopie est affectée par la vallée de l'étrange ? Ou en d'autres termes, est-ce que en faisant de la rotoscopie, en s'approchant tellement de la réalité, les personnages qui sont rotoscopés n'en deviennent pas monstrueux ou à défaut étranges? Je pense que c'est carrément quelque chose qui peut arriver dans certains films plus ou moins travaillés, et c'est pour ça aussi que ce que tu disais, Agathe, il y a ce travail d'éloignement comme ça de la réalité exprès, donc notamment par des aplats de couleurs, etc., pour les styliser, pour en fait plutôt convoquer un esprit donc de la ligne nucléaire, du comics, du manga, de l'animation, etc., plutôt que de juste reproduire texto, parce qu'en fait sinon on pourrait juste mettre un filtre numérique sur des images qu'on a filmées, et hop, ça fait un film en rotoscopie, mais en fait du coup ça fait des films qui sont un peu moches. Enfin, vous pouvez faire ça, normalement, je ne connais pas de logiciel de tête, mais c'est assez facile de trouver un logiciel comme ça qui va mettre des couleurs en mode style crayon de couleur sur vos films en prise de vue réelle, et vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas vraiment. Et donc effectivement, il y a ce travail-là qui est intéressant et qui rejoint le travail qui a été fait sur les décors et sur le photoréalisme des décors, c'est qu'on s'en approche et on s'en éloigne en même temps. Il y a un double mouvement permanent, selon les films, de créer de l'altérité et de créer du réalisme en même temps. Donc le film de Cab Calloway, par exemple, on va le transformer en fantôme, mais en même temps un fantôme qui bouge extrêmement bien par rapport à ce qu'on pourrait faire à l'époque. Donc là, il y a aussi des gens qui vont faire jouer des personnages d'animation. C'est quelque chose d'assez complexe, donc il y a des animateurs qui savent très bien rendre des émotions à l'écran en dessinant, mais c'est quand même une compétence qui est assez compliquée à avoir et qui prend beaucoup de temps et de savoir-faire. Donc là, on va avoir ce savoir-faire-là qui va arriver, mais en même temps, on va, par les aplats de couleurs dont on parlait plus tôt, créer une distance aussi pour bien préciser qu'on n'est pas dans une sorte de pseudo-film live qui voudrait se faire passer pour un film d'animation. Enfin voilà, sinon, je pense que quand il n'y a pas ce travail, quand on fait de la rotoscopie juste telle qu'elle, il y a un truc un petit peu fade qui se crée, ou alors dérangeant, comme tu voulais en parler. Enfin, moi, c'est mon impression un peu personnelle. J'ai pas vu des centaines de milliers de films en rotoscopie, donc je pourrais pas. Peut-être qu'il y a un film incroyable qui existe et qui serait le contre-exemple parfait, mais en l'occurrence, là, j'en ai pas. Mais tous les films que j'ai pu voir en rotoscopie font un travail de modification des visages, des modifications des corps et des décors aussi, pour harmoniser tout, parce qu'en fait, sinon, ça crée un effet d'hétérogénéité, je pense, trop fort. Les traits des visages sont bizarres. Enfin, il y a un truc qui marche pas, je trouve. Et parfois, qui se retrouve. Donc, dans ce film-là, il y a des moments comme ça, il y a certains plans où certaines images, on va être un petit peu parfois repoussées même mais ça dure jamais très longtemps, et je trouve que le film se remet toujours un petit peu dans ses rails. Ça se voit surtout dans Anna et Alice notamment, il y a des séquences de pleurs ou de rires qui vont être étranges à nos yeux, parce que voilà, il y a des personnages qui vont d'un coup ouvrir la bouche très grand, enfin voilà, il y a des trucs un peu bizarres qui vont se faire, mais bon, c'est de l'ordre de l'expérimentation aussi, donc ça crée aussi des effets parfois volontaires. C'est des choses qu'on se retrouve aussi d'ailleurs dans la rotoscopie, qui est un procédé qui est proche dans la théorie et pas dans la technique de la motion capture et de la performance capture qui est utilisée dans Avatar et compagnie. Et donc je pense que c'est pareil, il y a quelque chose qui est similaire et qui est réfléchi par des équipes d'effets spéciaux, de trouver un équilibre entre le réalisme et la crédibilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, dans Avatar, je pense que les équipes de Cameron se sont beaucoup embêtées pour essayer de pas rendre les personnages trop flippants et en même temps les regarder. Enfin voilà, il y a tout un truc comme ça qui je pense est intéressant et qui est une sorte de ligne de crête, que toutes les images de synthèse ou dessinées en partant de prises de vue réelles, auxquelles toutes ces images-là se confrontent, quoi. Pour répondre en 2 secondes, c'est ça, pour moi, c'est le phénomène dont tu parles. Pour moi, il intervient avec la motion capture. Donc Avatar, les films comme Tintin de Spielberg. Et là, du coup, on n'est plus du tout dans un contexte exactement de dessin. On est dans un contexte d'intervention du numérique, et où il y a comme une espèce de voile qui va se poser vraiment sur la réalité, entre guillemets, à partir du moment où on met des acteurs sur fond vert avec plein de capteurs sur eux et qu'après on modélise un nouveau personnage. Moi, quand je vois des films comme ça me fait vraiment la sensation dont tu parles. Cette espèce d'étrangeté qui devient presque à un stade critique. Et la rotoscopie, pour moi, sort de ça, quoi qu'il arrive, parce que je pense que l'animation est une espèce d'entité à part entière qui a ses propres règles de vie, ses propres règles de mouvement, ses propres règles de crédibilité, et qu'en fait, même si on est dans le cadre de la rotoscopie qui soi-disant recouvre une image, c'est jamais vraiment ça. La rotoscopie, c'est jamais vraiment du décalque ou recouvrir une image comme la motion capture, entre guillemets. C'est davantage l'hybridation entre 2 régimes d'images,
la prise de vue réelle, l'animation qui vont se rencontrer et tous les paramètres visuels vont se mettre un peu à pulluler et il y a une nouvelle vie qui va se développer. Et moi, cette vie-là, elle m'a jamais fait éprouver cette espèce d'étrangeté. Merci beaucoup, Oui, merci beaucoup. d'être voilà pour vos questions, votre présence. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à bientôt.